vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Christian Jacob, donc merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe LMP à l'Assemblée nationale. Bonjour mon cher Gilles. Alors, vous avez entendu le papier évidemment de Guillaume Tabar, ces rumeurs de défaite évoquées elles-mêmes en Guyane par le président de la République. Vous en pensez quoi? Et surtout, cette petite phrase, ce petit mot, peut-être vais-je me retirer de la vie politique? Écoutez, je crois qu'on est complètement dans la surinterprétation sur ce sujet. Moi, je vois le président de la République tous les mardis matins, comme les dirigeants de la majorité. Je peux vous dire qu'il est immobilisé et motivé et complètement dans l'action. Il les a prononcés, parce qu'il y avait une journaliste de l'AFP. Oui, dans quel contexte, comment ils sont repris, enfin j'en sais rien. Écoutez, on est dans la psychologie de comptoir sur ce sujet. Mais comment la psychologie de comptoir? Comment le paradoxe qui est souligné par une partie des journaux ce matin, y compris des journaux qui peuvent vous être favorables, c'est de dire comment quelqu'un qui est non candidat peut envisager de l'autre côté sa défaite. C'est assez paradoxal quand même. Non, mais on est dans la surinterprétation. Je pense que, objectivement, c'est pas ça que les Français attendent comme débat en ce moment. On est dans un vrai sujet sur la crise. Le président a réuni, c'est ça qui est important, les partenaires sociaux la semaine dernière. Il va s'exprimer dans quelques jours pour tirer l'enseignement. Vous confirmez dimanche soir là... Oh non, j'ai aucune information là-dessus. Il a dit qu'il le ferait à la fin du mois, donc voilà. Après, c'est probable. Oui, à la fin du mois. Bon, puis si c'était au début de l'autre, je pense pas que ça changerait fondamentalement les choses. Ce qui est important, c'est de tout miser sur l'emploi. C'était à cela que servait ce sommet, cette réunion avec les partenaires sociaux, et en évoquant avec eux la formation professionnelle, l'alternance, l'apprentissage, le coût du travail, tous ces éléments qui font qu'on peut redonner de la compétitivité à nos entreprises, faire en sorte qu'on gagne des parts de marché, qu'on puisse créer de l'emploi, créer de l'activité et faire en sorte que ceux qui ont un emploi le conservent. C'est ça l'objectif. Je crois que c'est ça que les Français attendent de nous. Et à partir de ce sommet, eh bien, vraisemblablement qu'il y aura un texte législatif qui sera soumis au Parlement dans quelques jours. Gilles Leclerc. Dans cette séquence, quand même, avec ces confidences du président de la République, la séquence de François Hollande au Bourget, avec une manifestation, on va dire réussie, c'est ce que tous les observateurs ont noté. Est-ce que c'est pas difficile, quand on est président du groupe, de regonfler un peu les troupes? Quel est le moral, tout simplement, de vos amis députés qui devraient faire campagne quand même pour le président? Est-ce que là, il n'y a pas une très mauvaise semaine avec un enchaînement de choses quand même très compliquées à gérer? Il n'y a pas à regonfler ce qui n'est pas dégonflé, c'est-à-dire que le moral des troupes est au rendez-vous. Quant à la réussite de François Hollande, on en prend tous acte, effectivement. Le Parti socialiste est capable d'organiser un meeting. Bon, très bien, bravo, c'est fait. Au-delà de ça, ce qui est peut-être important, c'est ce qu'a dit François Hollande, c'est-à-dire qu'il a commencé à lever le voile sur un certain nombre de sujets, lorsqu'il dit, par exemple, qu'il veut supprimer 30 milliards de niches fiscales. C'est juste impossible. Ou s'il le fait, ça veut dire concrètement, eh bien, que l'on supprime les emplois familiaux, ou que l'on supprime le quotient familial, ou les 10% d'abattement sur les retraites. Il dit aménager. Il a dit qu'il supprimait 30 milliards de niches fiscales. Et dans les niches fiscales, il faut regarder ce qu'il y a. Ce qu'il y a dans les niches, ce qu'on appelle improprement des niches fiscales, c'est concrètement, c'est le quotient familial, pour à peu près 10 milliards ou un peu plus, c'est les emplois familiaux, c'est l'abattement des 10% sur les retraites. Est-ce que c'est à ça qu'il veut toucher ou pas? Et ça, c'est intéressant, effectivement, qu'il se dévoile dans le débat, qu'on le sache. Est-ce que tout de même, est-ce que c'est pas aussi les classes moyennes qui trinquent quand même beaucoup avec les classes populaires dans cette période de crise? Xavier Bertrand lui-même semble annoncer de nouveau une dégradation du chômage. Les plans sociaux sont en cascade. Mais supprimer le quotient familial, supprimer les emplois familiaux, supprimer l'abattement sur les retraites, c'est toucher les classes moyennes, c'est toucher d'ailleurs l'ensemble des Français. C'est créer de l'impôt. Imaginez qu'il a pensé, et qu'il a annoncé d'ailleurs, que le prix de l'eau, du gaz et de l'électricité serait proportionnel aux revenus. Je crois que même Jacques Duclos, Georges Marchais n'y avaient pas pensé eux-mêmes. Il a rentré dans un système où, et ça c'est une attaque frontale et c'est vraiment la matraque fiscale sur les classes moyennes.
De la même façon... François Hollande lui a répondu à Toulon, on lui a parlé du bouclier fiscal, il lui a parlé de la TVA sociale qui s'annonce. Non, mais moi, ce que je veux... Attendez, Monsieur Hollande, il est en campagne. Hollande a dit ceux qui ont trahi les classes moyennes, c'est justement l'équipe au pouvoir actuellement. Il est en campagne, Monsieur Hollande. Oui, bien sûr, et donc, annoncer aujourd'hui... Non, l'UMP, on n'est pas en campagne pour le moment. Annoncer aujourd'hui que le prix de l'électricité, de l'eau et du gaz sera calculé proportionnellement aux revenus, d'abord techniquement, je ne sais absolument pas comment on fait. C'est-à-dire que chaque année, on vous modifie le prix de votre eau, de votre électricité, on l'ajuste par 12e provisoire. Enfin, c'est complètement impossible. Et en plus, sur le fond, je vous dis, même Georges Marchais n'y avait pas pensé. Quand sur les 60 000 postes dans l'enseignement qu'il annonce en supplément, en disant à périmètre constant, concrètement, ça veut dire qu'il les prend où ? C'est-à-dire, est-ce qu'il supprime, oui ou non, des infirmières? Est-ce que, oui ou non, il supprime des postes de policiers ou des postes de magistrats? On a besoin de savoir. Et quand il dit s'attaquer à la finance, c'est pas très éloigné, qui a pris le pas un peu sur les Fillon dit que c'est criminel. Alors, en effet, François Fillon dit que c'est criminel, mais au fond, est-ce que sur le fond, sans parler des mesures, est-ce que c'est pas aussi un créneau sur lequel s'était un peu engagé Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de réguler beaucoup mieux l'économie de la finance? Rien à voir. Ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire de dire on régule les profits, notamment sur les transactions financières et sur un certain nombre de choses, parce qu'il n'y a pas de raison que l'on paie des impôts sur tout et qu'on soit taxé sur tout et pas sur les transactions financières. Donc la régulation, bien évidemment, c'est le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, qui l'a mis en point de discussion, enfin à l'ordre du jour du G20. Mais dire que la finance est limite, ça n'a pas de sens. Comment fonctionne une économie sans les banques? Je veux dire, si aujourd'hui Vous êtes contre, par exemple, la proposition de François Hollande de séparer les deux métiers de banque, c'est-à-dire banque de dépôt et banque d'affaires, ça vous paraît vraiment je pense qu'il y a des contre-exemples qui montrent que ça n'a pas nécessairement marché. Bon, ceci étant, c'est peut-être pas la mesure la plus stupide par rapport à toutes celles qu'il a pu présenter. Je veux dire, entre le calcul, l'indexation sur le revenu du prix de l'eau, du gaz, de l'électricité, ou les 30 milliards de niche fiscale, bon, on est encore dans d'autres aberrations. Ou de dire que l'on fait de la finance ennemie, ça n'a pas de sens. Qu'ils disent qu'on s'engage sur une régulation, une taxation des transactions financières. Pourquoi pas, on en débat. Christian Jacob, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais merci, je suis sensible. Non mais tous, c'est normal, on est là pour ça. Mais au fond, dans cette affaire, à travers les mots, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une histoire qui est en train de se jouer, à savoir que tous les sortants ont été sortis, vous-même vous le reconnaissez, il y a une crise qui est une crise inouïe, donc qui ne joue pas en fonction de l'équipe qui est au pouvoir. Vous le savez, c'est normal. Ça a été le cas de Zapatero en Espagne, ça a été le cas de Berlusconi, et Merkel perd toutes les élections intermédiaires et les Anglais ont changé de gouvernement. Non, mais c'est pas parce que vous le dites que c'est la réalité. Moi, je partage pas ce point de vue. Non. Que tous les sortants... Non, c'est pas ça. Ce que je ne partage pas comme point de vue, c'est que je pense dans une élection présidentielle... C'est le président qui a parlé de crise. Non. C'est pas de la crise, bien entendu, on est d'accord là-dessus. Bon, donc c'est pas un point de vue, c'est une réalité. Comment inverser cette tendance et comment inverser des sondages, que c'est la question politique parce que ce que les Français attendent... Qui lui sont totalement défavorables. Je demande qu'à vous répondre. Voilà. Ce que les Français attendent, c'est le rendez-vous de la crédibilité. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, à un moment, se dit qui est le plus capable de me défendre, de me représenter, de défendre les intérêts de la France. Et je pense qu'à ce rendez-vous de la crédibilité, c'est Nicolas Sarkozy qui gagne. Parce qu'il a un passé, une action et un actif qui plaident pour lui, et que ça n'est pas le cas de François Hollande, qui, jusque maintenant, retarde à chaque fois au maximum l'échéance pour pouvoir se dévoiler, c'est-à-dire qu'on est dans un flou absolu. Là, il a commencé à rentrer dans le cœur du débat, mais sans aller au bout. Je vous dis, les 30 milliards de niche fiscale, ça veut dire qu'on va matraquer les classes moyennes, c'est ça. Enfin, qu'on va matraquer, d'ailleurs, Christian Jacob, vous avez suffisamment d'expérience pour comprendre que c'est pas en le traitant de crypto-communiste version Georges Marchais que vous allez décourager des gens qui le mettent à 56 ou 57% dans les sondages au deuxième tour. Non, mais je pense que, attendez, c'est pas de traité de crypto-communisme, mais je dis quand même, mettre le prix de l'eau, du gaz, de l'électricité, calculé chaque année en fonction du niveau des revenus, c'est quand même une économie qui n'est pas la nôtre depuis plus de 50 ans. Quoi. Mais ce rendez-vous de la crédibilité, je comprends que vous le souhaitiez, mais ça va se passer comment? Le débat, finalement, vous savez, c'est la tradition depuis 1974, il est entre les deux tours, il n'y aura pas d'affrontement entre les deux, donc ça va être quoi?
Meeting, contre-meeting, t'es crédible, t'es pas crédible Ouais, je pense que les Français sont très avertis. S'il y avait un débat du suffrage tôt, universel. peut-être que les choses pourraient Mais changer. le débat, il va naître lorsque l'on sera dans la campagne. Or, Oui. aujourd'hui, les Français attendent du président de la République, du gouvernement et de sa majorité que l'on soit dans l'action. Et on va avoir vraisemblablement, à l'issue du sommet sur la crise, un texte législatif dans quelques jours. Donc le Parlement va encore être dans l'action. Et viendra le temps de la campagne. Mais moi, je ne vois pas les gens défiler en disant « mettez-vous en campagne électorale, mettez-vous en campagne électorale ». Christian Jacob, je rappelle que Gilles le Leclerc. président du groupe UMP à l'Assemblée, vous venez de faire allusion au texte législatif qui va venir en discussion donc, dans quelques jours, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, fin février, début mars. Est-ce que vous sentez beaucoup d'enthousiasme de la part des députés UMP pour voter cette fameuse TVA sociale ? Est-ce que ça, Oui, c'est pas difficile à gérer dans une campagne? Non, parce que les députés aujourd'hui, comme tous les Français, sont complètement convaincus de la nécessité d'aller sur l'objectif fixé par le président de la République, qui est celui de l'emploi. C'est pour ça que je vais parler formation professionnelle, alternance, coût du travail, c'est-à-dire la mesure, elle est simple, mais sur le coût du TVA, travail. l'opinion publique entend pouvoir d'achat. Mais oui, mais c'est une présentation tronquée que l'on en fait si on le présente de cette manière-là. Le débat, il est le suivant. Le coût horaire du travail en Allemagne, il est de 30 € de l'heure. En France, il est de 32. Dans la zone euro, il est de 28. Or, on voit bien que si on veut créer de l'activité, c'est-à-dire prendre des nouveaux marchés à l'extérieur et donc à partir de là créer de l'emploi, il faut entre autres pouvoir abaisser le coût du travail. Et pour l'abaisser, une des idées est de dire qu'il n'y a pas de débat dans votre famille politique sur cette question. Vous voterez comme un seul homme là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est ça que vous nous dites ce matin? On est sur, bien évidemment, on est dans une logique qui est celle de l'abaissement du coût du travail, avec l'ensemble des hypothèses qui ont été présenté par le président. Il y a eu débat, les partenaires sociaux ont réagi. Nous avons une réunion aujourd'hui avec François Fillon. On en aura une autre demain avec l'ensemble des parlementaires UMP et on va débattre de tous ces sujets. Mais le fait de dire il faut baisser le coût du travail pour gagner des parts de marché, ça me semble une évidence. Combien de points pour vous, ça serait la bonne mesure, c'est quoi? Combien de points? Mais elle n'est pas obligatoire. Mais on n'est pas sur un sujet TVA, on est sur un sujet emploi. Donc ramenons les choses à ce qu'elles sont et ensuite voyons comment on peut étaler les mesures. Regardez ce qu'on a fait sur les retraites. Je pense, à part les mesures démagogiques, là, je sais pas, sur les dernières propositions de François Hollande, là aussi, le coût est intéressant quand même. 22 milliards d'euros sur 5 ans, hein, s'il revient sur la réforme des retraites à 60 ans, comme il veut le faire. Mais la réforme que nous avons faite sur les retraites, elle est, je crois, acceptée par les Français parce que c'est une réforme de bon sens. Elle s'est étalée dans le temps. Moi, je pense qu'on peut, là aussi, être sur un engagement de dire, eh bien, sur tant de temps, on décide d'abaisser le coût du travail, c'est-à-dire de faire en sorte que notre protection sociale ne soit pas financée uniquement par le travail, mais que l'on ait une assiette plus large. Et dans ces hypothèses-là, la TVA est une des hypothèses. C'est une hypothèse parmi d'autres qui a été évoquée avec les partenaires. Après, le président, qui lui a reçu les réactions des uns et des autres, fera son choix. Vous avez lu les journaux comme nous, Christian Jacob, ces dernières heures. Parmi les hypothèses à propos de ces fameuses confidences des éditorialistes, il y aurait cette idée que le président de la République, dans une sorte d'accès de sincérité aussi, aurait, comment dire, mis en scène une certaine forme de malice, c'est-à-dire de créer un regret, puisque les sondages lui sont défavorables, c'est-à-dire envisager sa retraite politique pour essayer de faire basculer les 40% d'indécis qui existent. C'est énorme, 40%. Oui, d'accord, mais moi je dis, je suis pas dans la surinterprétation d'un mot extrait d'une conversation. Écoutez, je n'en sais rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de psychologie de comptoir. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et Public Sénat, et surtout bonne journée à vous.